Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo de révision d'optique où on va s'intéresser ici aux cours sur l'optique ondulatoire et sur les interférences à n ondes, donc avec l'étude d'un réseau par transmission. Alors on va ici traiter des questions du sujet CCINP MP 2006, notamment la partie A et les paragraphes grand 3 et grand 4 sur le réseau par transmission. Donc il faut le chercher, puis ensuite on fait le corriger dans cette vidéo. Donc on va à la fois voir la démonstration associée au minimum de déviation par le réseau, on en parlera, ainsi que comment mesurer l'extension spectrale d'une raie grâce à un réseau par transmission. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc on commence cette partie grand 3. Donc on nous dit qu'on considère un réseau plan constitué de n fentes identiques, je vais représenter ici en rouge. On appelle P le pas du réseau, donc ce pas du réseau c'est la distance entre deux fentes successives. Et on va l'étudier. Alors avant l'étudier, on nous demande si on connaît d'autres types de réseaux. Ici, c'est un réseau par transmission. Ça veut dire qu'il y a une onde plane incidente qui est représentée. Et on va regarder ce qui se passe en transmission après le réseau. Mais il existe aussi des réseaux par réflexion. Alors un exemple bien connu, c'est la surface d'un CD. Par exemple, si vous avez un CD comme ça et que vous l'éclairez avec une source polychromatique, ici par exemple, vous allez voir des irisations, c'est-à-dire que les faisceaux des différentes couleurs qui correspondent à la lumière incidente vont être réfléchis dans des directions différentes, et c'est pour ça qu'on va voir, si on regarde à l'œil un CD, des couleurs apparaître. Et pourquoi? Eh bien, si on zoome sur le CD, donc si on prend une petite portion du CD et on zoome, à cause de l'écriture des 0 et des 1 qui correspondent au codage numérique des informations sur le CD, donc du son sur le, par exemple du son si c'est un CD audio, et bien en fait ça se traduit par des cavités comme ça à l'intérieur du CD, et quand la lumière en fait arrive sur ces cavités, eh bien grosso modo on peut imaginer que modéliser finalement chacune des sommets ici comme des sources ponctuelles qui vont réémettre dans toutes les directions la lumière incidente, et ça va créer des interférences à n ondes, de la même manière qu'ici, les trous du réseau de transmission réémettent la lumière par diffraction dans toutes les directions, qui créent aussi ces interférences à n ondes qu'on va désormais étudier. Alors qu'est-ce qui se passe en pratique? Eh bien, chacune des sources ici va en effet réémettre dans toutes les directions, et dans la majeure partie des cas, ça va amener à des interférences destructives, sauf pour certaines valeurs d'angle. Donc imaginons qu'ici on ait une longueur d'onde lambda. Et bien par exemple, pour l'angle correspondant à une inclinaison nulle en sortie, si ici j'ai une inclinaison nulle en entrée, je vais avoir dans cette direction-là un faisceau lumineux, c'est ce qu'on appelle la frange d'ordre 0. Si on regarde par exemple ici, alors de la lumière va être observée. Si on tourne un petit peu notre œil, on ne va plus rien voir jusqu'à un moment donné où, pour une certaine valeur d'angle, un angle qu'on notera θ1 par exemple ici comme ça, on retrouve à nouveau une interférence constructive entre tous ces rayons, et on voit ce qu'on appelle la frange d'ordre 1. On peut encore continuer donc à augmenter l'angle entre la normale ici au réseau et la direction à laquelle on regarde, donc je remets la normale ici, donc on ne verra plus rien encore une fois jusqu'à une deuxième valeur d'angle que je vais noter θ2, où ici tous les rayons issus de chacune des sources et faisant un angle θ2 avec la normale sont en interférence constructive, et on réobserve quelque chose. Alors en pratique, on ne met pas directement son œil, en général, on le fait plutôt à travers une lunette de visée à l'infini, mais c'est strictement équivalent, et on va la déplacer comme ça par rapport à la normale grâce au plateau qu'on va mettre par exemple sur un goniomètre. Mais c'est le même principe. Une autre manière de faire, c'est par exemple de mettre un écran assez loin derrière le réseau, et on va voir sur cet écran une tâche centrale ici qui va correspondre. Alors bien entendu, il faut imaginer que les dimensions ici du réseau, elles ont été zoomées. Le pas du réseau, c'est 2 micromètres. Donc si je me mets à l'échelle de l'écran, voilà, le réseau est comme ça. Et donc la direction qui correspondait à θ égale 0, ça va correspondre à une tâche ici sur l'écran. La direction qui correspondait à θ1,
savez, tous les rayons parallèles qui faisaient un angle θ1, eh bien, ils vont converger ici très loin en une tâche ici sur l'écran. θ2 va donner une tâche ici. Et puis en fait, par symétrie, on a aussi moins θ1 qui va donner une tâche ici, moins θ2 plus bas. Donc là, on va avoir la frange d'ordre 0, la frange d'ordre 1, la frange d'ordre 2, la frange d'ordre moins 1. Alors ça, c'est dans le cas, j'insiste, hein. On a une incidence normale sur le réseau. Tout à l'heure, on va pas forcément se mettre en incidence normale. Alors un dernier point intéressant, c'est imaginons qu'on change la couleur de l'onde ici incidente. Donc on change sa longueur d'onde, et bien on peut montrer à ce moment-là que la position des franges va évoluer. Alors la frange d'ordre 0 ne sera pas modifiée, donc elle sera toujours ici, mais la frange d'ordre 1 sera un peu décalée, par exemple ici. Donc la frange d'ordre moins 1, de manière symétrique, sera décalée. La frange d'ordre 2 sera encore plus décalée vers le haut. Et on voit quelque chose d'intéressant, c'est que désormais, si on utilise une source polychromatique, c'est-à-dire qu'à la fois on est une longueur d'onde lambda 1 et une longueur d'onde lambda 2 dans la source qui éclaire le réseau, eh bien on verra sur l'écran, alors une frange ici d'ordre 0 où toutes les longueurs d'onde seront remélangées, donc là on n'arrivera pas à distinguer toutes les longueurs d'onde qui sont dans la source initiale. Par contre, quand on va regarder la frange d'ordre 1 ou la frange d'ordre 2, on va voir que le réseau disperse la lumière, c'est-à-dire qu'on va décomposer ici, pour chaque ordre, la lumière présente dans la source, et c'est un peu ce à quoi on va s'intéresser ici. Alors bien sûr, tous les points qu'on a présentés juste avant n'étaient pas nécessaires pour répondre à la première question, mais c'était intéressant de revenir dessus, car on fait ça avant tout pour faire des révisions. Alors, on va chercher donc maintenant les valeurs des angles qui vont correspondre à la frange d'ordre 0, à la frange d'ordre 1, à la frange d'ordre 2, donc on va appeler θk l'angle des rayons en sortie du réseau qui vont se rencontrer à l'infini pour former la frange d'ordre k. Alors, pour trouver les valeurs de ces angles, on va d'abord chercher à exprimer la différence de marche entre deux rayons consécutifs qui rentrent dans le réseau. Alors, on va supposer une source qui est à l'infini, ici, S, hors axe optique, c'est-à-dire que l'axe optique, vous voyez, c'est l'horizontal comme ça. Eh bien ici, cette source, elle est à l'infini, donc elle émet des rayons parallèles, mais comme elle n'est pas sur l'axe optique, les rayons qui arrivent sur le système arrivent tous avec un incidence I positif ici, puisque les angles positifs sont comptés dans le sens trigonométrique ici. Donc on a une source qui émet un ensemble de faisceaux parallèles, et on s'intéresse à la figure d'interférence dans la direction θ, à droite du réseau, pareil, à l'infini, donc en un point M situé à l'infini, donc soit en mettant un écran très loin, soit en mettant une lentille, en regardant ce qui se passe dans le plan focal de la lentille. Donc, on sait, d'après le cours, que les angles qui correspondront à des franges brillantes, ce sont ceux pour lesquels la différence de marche entre deux rayons consécutifs est un multiple entier de la longueur d'onde utilisée. Donc c'est pourquoi on nous demande de calculer la différence de marche delta entre deux rayons homologues, donc deux rayons consécutifs séparés d'une distance P dans le plan du réseau. On rappelle que P c'est la distance entre deux trous. Eh bien, on définit donc delta comme étant la différence de marche entre la source et le point où les ondes vont se rencontrer, en passant par le chemin 1, donc ça le chemin optique SM en passant par le rayon 1, moins SM en passant par le rayon 2. Et, alors, comment calculer ça? On va utiliser le théorème de Malus. On sait que S émet des rayons depuis l'infini, donc un faisceau de rayons parallèles, et on sait que les surfaces d'onde de ces rayons sont perpendiculaires au faisceau. Et donc, par exemple, j'aimerais bien dessiner celle-ci, là, qui passe exactement ici. Donc là, je vais appeler S1 cette source, et S2 cette source ici secondaire. Donc là, en traçant les perpendiculaires, je fais apparaître un point que j'appelle le projeté de S1 sur le rayon 2, je l'appelle H2, c'est ce point-là. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a le même chemin optique entre S et S1 et S et H2 en vertu du théorème de Malus. Donc ça, je peux l'écrire, SS1 en chemin optique égale SH2. Alors, ici, il se passe de la diffraction, c'est compliqué à étudier et on ne peut pas utiliser le théorème de Malus juste après. Par contre, on peut imaginer, supposons que le point M soit une source à l'infini et qu'elle émette des rayons lumineux dans cette direction-là. Et bien à ce moment-là, les surfaces d'onde seront comme ça. Et donc, à ce moment-là, j'aurai un point ici, H1, le projeté orthogonal de S2 sur le rayon 1, et si M était une source, on aurait le chemin optique entre M et H1, ou H1M, hein, c'est pareil, qui serait égal au chemin optique entre M et S2.
ou S2M. Eh bien, ça c'est toujours vrai, même si la lumière se propage dans le sens inverse, ce qui est le cas ici, la lumière va de la gauche vers la droite. C'est ce qu'on appelle le principe de retour inverse de la lumière. Donc H1M, je vais le transformer en MH1. Non, pardon, MH1, je vais le transformer en H1M. Et MS2 en S2M. Et donc, ça c'était le théorème de Malus uniquement. Ça c'est théorème de Malus plus retour inverse de la lumière. Ça va me permettre de les injecter dans l'expression de delta. Et qu'est-ce qu'on va trouver? On va simplifier delta, on va dire que delta SM1 c'est aussi, pour aller de S à M par le rayon 1, je peux faire SS1 plus S1H1 plus H1M. Donc c'est ça. Et de la même manière, SM2, je peux faire S jusque H2, H2 jusque S2, S2 jusque M. Je peux décomposer donc les deux chemins optiques de cette manière. Et avec les égalités qu'on a montrées ici, la différence de marche se résume à S1H1 moins S2H2. Donc il nous reste à trouver maintenant S1H1 et S2H2. Alors pour ça, on va travailler dans des triangles rectangles. Donc par exemple, cherchons S1H1. S1H1, c'est cette longueur-là, et on voit que c'est une longueur particulière de ce triangle rectangle-là, dont l'angle au sommet, ici, zoomons, l'angle au sommet, ici, est θ. Et si on écrit le sinus de θ, on s'aperçoit que c'est le côté opposé, donc S1H1, divisé par l'hypoténuse, et l'hypoténuse c'est cette distance-là, c'est P. Et donc on voit tout de suite que la longueur S1H1, c'est P sinus θ. Et bien de la même manière, on peut montrer que la longueur S2H2, en travaillant cette fois-ci dans ce triangle rectangle-là, en voyant que l'angle ici c'est I, et bien S2H2, ça va être P sinus I. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ça va nous permettre de trouver la différence de marche à partir de l'expression du sinus I et du sinus θ. La différence de marche entre deux rayons consécutifs, c'est sinus θ moins sinus I fois P. Et donc on nous demande les angles θk qui vont correspondre au maximum d'intensité lumineuse, aux franges d'ordre K. Et bien on a vu que les maxima, c'était là où il y avait des interférences constructives entre tous les rayons issus de chacun des fentes du réseau. Et c'est donc quand la différence de marche entre deux rayons consécutifs est un multiple de la longueur d'onde. Ce multiple, c'est ce qu'on appelle l'ordre d'interférence. Et donc là, je vais remplacer là-dedans delta par k lambda, et θ, c'est celui qu'on cherche, donc on va l'appeler θ indice k. Et donc on trouve que θk, en isolant, c'est arc sinus de sinus i plus k lambda sur p. Alors ça n'a de solution que si ce qui est à l'intérieur de l'arc sinus est compris entre moins 1 et 1, et ça c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors résumons ce que nous venons de trouver. Nous avons éclairé le réseau ici représenté avec l'aide d'une source placée très loin à l'infini et qui émettait un ensemble de rayons parallèles inclinés d'un angle I par rapport à l'axe optique, et nous avons montré que dans la direction θ en sortie du réseau, on aurait une frange brillante pour les valeurs de θ définies par θk égale arc sinus de sinus i plus k lambda sur p avec k qui est un entier. Donc une des valeurs remarquables, c'est la frange d'ordre 0, c'est celle pour k égale 0, et en fait on trouve que θ égale i, donc ça veut dire qu'en prolongeant ici, en gardant la même inclinaison, on va avoir ici une frange brillante caractérisée. Donc la frange d'ordre 0 en fait se fait dans le prolongement de l'onde incidente, donc elle n'est plus au centre de l'écran comme lorsqu'on était en incidence normale au début de cette vidéo. Et puis après on va avoir θ1 en prenant k égale 1, etc. qui sera peut-être ici, puis θ moins 1 qui sera peut-être ici, et on voit bien qu'au bout d'un moment θ va devenir supérieur à pi sur 2, et donc il y aura un nombre limité en fait de franges visibles sur l'écran, puisqu'au bout d'un moment, ce qui est à l'intérieur de l'arc sinus va dépasser 1, et donc on ne pourra pas prendre l'arc sinus. Et donc on va compter maintenant le nombre de points visibles sur l'écran. Et donc là, par exemple, on avait k égale 0, k égale moins 1, k égale 1. Donc en fait, on va voir entre quelle valeur et quelle valeur est compris k. Et on va voir que ça dépend notamment de la longueur d'onde. Par exemple, puisque lambda apparaît ici, si on prenait, je sais pas moi, une autre couleur ici, peut-être qu'on pourrait avoir un point ici, puis des points beaucoup plus rapprochés, et donc on verrait beaucoup plus de franges brillantes sur l'écran. Et donc l'objectif de la question suivante, c'est de voir combien on a de franges sur l'écran, combien on a de points brillants sur l'écran en fonction de la longueur d'onde. Donc pour ça, on nous dit qu'on va éclairer avec une incidence I de 30 degrés. On va faire avec deux ondes différentes, une onde violette de longueur d'onde 400 nanomètres et une rouge de longueur d'onde 700 nanomètres. On nous dit que le pas du réseau est de 2 micromètres.
Alors déjà, le fait d'avoir l'angle d'incidence de pi sur 6 nous permet de calculer le sinus i égale 1,5, et je prends donc ce qui est à l'intérieur de l'arc sinus, je dis qu'il doit être compris entre -1 et 1, et donc j'isole K, puisque moi ce qui m'intéresse c'est K, et je m'aperçois que K, si lambda est de 400 nanomètres, doit être compris entre -7,5 et 2,5, or K est forcément un entier, donc on va pouvoir observer tous les ordres entiers compris entre -7 et 2. De la même manière, pour le rouge, je change l'application numérique puisque la valeur de lambda est modifiée, et dans ce cas-là, on va trouver tous les ordres entiers allant de -4 à 1. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on aura 7 plus 2 plus 0, enfin plus 1, parce qu'il faut compter le 0, on va avoir 10 tâches, alors que ici on va avoir 6 tâches sur l'écran. Et on nous explique qu'on va observer un recouvrement des spectres, et on nous demande à partir de quel ordre. Alors expliquons ce qu'est le recouvrement de spectres. Pour ça, regardons cette figure. On s'aperçoit que θ, l'angle des franges brillantes, est une fonction croissante avec lambda. Donc plus lambda est grand, plus on va avoir des angles grands pour les franges brillantes. Donc si je reviens sur mon écran, imaginons ici la frange d'ordre 0 est la même pour tout le monde, mais si je prends le violet qui a une longueur d'onde plus faible que le rouge, eh bien la frange d'ordre 1 pour le violet sera ici et celle pour le rouge sera ici. Puisque pour la même valeur de K, l'angle θ va être plus grand pour le rouge que pour le violet en raison de la formule ici qui est croissante avec lambda. Donc, si je regarde l'écran maintenant, je vais mettre mon œil comme ça, on va mettre notre œil comme ça, on va regarder l'écran pour voir ce que ça donne. Revenons ici. La frange d'ordre 0, elle est à un certain point qui est le même quelle que soit la couleur de l'onde utilisée, donc tous les points se superposent. Puis on va voir que là j'ai mis, ce que j'écris ici c'est l'ordre. Donc 1B c'est ordre 1 pour l'onde violette, 1R c'est l'ordre 1 pour l'onde rouge. On voit que le point qui correspond au rouge va être plus à droite que le point qui correspond au violet, puisque l'angle entre là et là va être plus grand que l'angle entre là et là. Et puis etc. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, la frange d'ordre n pour le rouge va dépasser la frange d'ordre n plus 1 pour le violet. Ça veut dire que, par exemple, l'ordre 2 pour le violet est ici, l'ordre 2 pour le rouge est ici. On sent bien qu'à un moment donné, l'ordre 2 pour le rouge va bientôt rattraper l'ordre 3 pour le violet. Enfin, à un moment donné, le rouge va dépasser le violet. L'ordre n rouge va dépasser l'ordre n plus 1 violet. C'est ça qu'on appelle le recouvrement de spectre. Et donc ça va se produire à l'ordre n, tel que l'angle de l'ordre n pour le rouge est supérieur à l'angle de l'ordre n plus 1 pour le violet. Et donc il suffit de remplacer ensuite par les expressions, et on trouve ici que n doit être supérieur à 2, donc à partir de l'ordre 3 pour le rouge, on va avoir un recouvrement des spectres. On va donc maintenant réaliser l'expérience. Donc pour créer le faisceau parallèle incident sous un angle I, on utilise ce qu'on appelle un collimateur, c'est-à-dire qu'on va mettre une source ponctuelle dans le plan focal objet d'une lentille convergente. Ça va permettre de créer le faisceau parallèle incident sur le réseau, qui est représenté ici. Et puis, à l'aide soit ici ça pourrait être une lunette autocollimatrice, dans le cas d'un goniomètre, ou ici c'est une lentille convergente dans laquelle on met un écran ou une pellicule, enfin ici une plaque photographique, dans le plan focal image, on va essayer de détecter les franges brillantes à l'infini. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va déplacer ici l'angle, et on va déplacer la lentille L', et quand on aura un angle qui sera égal à une des valeurs de θk qu'on a trouvé dans la partie précédente, on va observer ici une frange brillante sur la pellicule, et c'est ce qu'on cherche. Donc imaginons qu'on ait fait ça, qu'on ait déplacé comme ça la lentille L', et qu'on ait trouvé, voilà, ici, une frange brillante. Donc on sait qu'on est sur une frange d'un certain ordre K. Et on peut définir ce qu'on appelle la déviation. La déviation, c'est l'écart entre l'angle de sortie, θk, et l'angle d'entrée I. Donc D, c'est θk moins I. Donc ici, c'est cet angle-là, en fait, qu'on obtient en prolongeant l'angle initial et en comparant sa direction à la direction de θk. Donc là, j'ai dessiné un angle D positif. Présentons désormais le phénomène de
minimum de déviation. Donc nous avons notre collimateur qui est allumé, qui éclaire le réseau, et imaginons qu'on soit en train de regarder une frange, la frange d'ordre K. Imaginons qu'on fasse varier un petit peu I, c'est-à-dire qu'on déplace le collimateur comme ça. Ici on fait diminuer I par exemple, et bien on va s'apercevoir, a priori, que la frange d'ordre K que nous suivons va se déplacer aussi. Mais il va se passer quelque chose de remarquable si on continue à augmenter I, c'est qu'on va s'apercevoir que la frange d'ordre K, au début va diminuer, puis va faire demi-tour. On va observer à un moment donné un demi-tour caractéristique de la frange d'ordre K, alors que I évolue, lui, de manière monotone. Ça veut dire que soit il décroît tout le temps, ou il croît tout le temps. Et bien à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un minimum de déviation, ça veut dire que D qui est θk moins I passe par un minimum, et c'est-à-dire qu'en faisant varier I, on a fait varier I ici, on est passé par un minimum de D. Et alors ça va se caractériser par la dérivée de D par rapport à I qui est nul, et eh bien on va démontrer à quelles conditions on passe par ce minimum et quels enseignements on va pouvoir en tirer. Alors, comment déterminer cette valeur du minimum de déviation? On cherche la déviation minimale ainsi que l'angle qui correspond à la déviation minimale. On va chercher I tel que D de I est minimal. D, c'est θk moins I. Donc, quand on regarde θk à travers son sinus, il dépend aussi de I et d'un terme qui est indépendant de I. Alors, on pourrait écrire que θk, c'est l'arc sinus de sinus I plus k lambda sur P, le remplacer là-dedans et de dériver par rapport à I, mais ça va être un peu pénible. Le plus simple, c'est de différencier, quand on a des choses comme ça, les deux équations ici, l'équation qui relie D à θk et I, et l'équation de sinus θk. Si on les différencie, on a D de D qui vaut D de θk moins DI, et la différenciation de sinus θk, ça va donner cos θk dθk, plus la différenciation de sinus de I, ça va donner cos I dI, ce terme-là étant une constante, sa différentielle est nulle. Et donc, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais isoler dθk ici, et le remplacer là-dedans, ce qui va donner D de D en fonction de DI, et donc je peux trouver D de D sur DI qui vaut cos θk sur cos I moins 1, et qui s'annule, ce qu'on cherche, le minimum de déviation, quand cos θk égale cos I. Alors on pourrait se dire, ça implique que θk égale I, au minimum de déviation. Le problème, c'est que si on l'injecte là-dedans, eh bien on s'aperçoit que ça implique tout de suite que k égale 0, donc c'est la frange d'ordre 0, or nous on suivait pas forcément la frange d'ordre 0, on suivait une frange d'ordre k quelconque, donc c'est pas le cas qui nous intéresse ici. Donc le deuxième cas possible où θk et I ont le même cosinus, c'est que θk vaut moins I, et c'est le deuxième cas que nous prenons, et donc c'est ce qu'on retient, c'est qu'au minimum de déviation, le lien entre l'angle de sortie et l'angle d'entrée, c'est que l'un est l'opposé de l'autre. Alors une fois qu'on a ça, on va pouvoir réexprimer le minimum de déviation, puisque le minimum de déviation, ça va être le θk moins I indicé M, c'est-à-dire au minimum. Or, on vient de démontrer que I au minimum c'était moins θk, donc là le minimum de déviation c'est 2θk. La relation des réseaux, sinus de θ égale sinus I plus k lambda sur P, je peux la réécrire en remplaçant I par moins θk, en faisant passer l'autre côté, et en disant que θk c'est dm sur 2. Et là on voit quelque chose de très intéressant, on voit un lien directement entre la déviation minimale et la longueur d'onde de la source. Ce qui fait que, par exemple, l'angle de déviation il se relève grâce au goniomètre, enfin, oui, voilà, au vernier, c'est-à-dire que tous les angles, en fait, ici, tous les angles I et θ, que font à la fois le collimateur avec la normale et la lentille avec la normale, peuvent être relevés à l'aide de vernier sur le goniomètre. Donc on peut relever avec précision D, et on peut en déduire lambda. Et alors, par exemple, on nous demande une application numérique ici, quelle serait la valeur de l'angle d'incidence à l'ordre 1, donc pour k égale 1, pour la radiation jaune de longueur moyenne lambda, égale 578,05, et bien ce serait un angle de moins 8 degrés. Donc les résultats remarquables que nous avons obtenus, c'est que au minimum de déviation, l'angle d'incidence I et l'angle de sortie θk sont opposés. Donc en fait,
les rayons qui arrivent, par exemple, partent vers le bas et repartent vers le haut. Donc c'est dans cette configuration-là qu'on pourra observer un minimum de déviation. Et en mesurant donc la déviation, c'est-à-dire la différence entre cet angle-là et cet angle-là, donc la D, ça pourra se mesurer avec le goniomètre. On peut, grâce à cette formule, soit revenir à la longueur d'onde de la source si c'est ce qu'on cherche, ou au pas du réseau si c'est ce qu'on cherche et qu'on connaît la longueur d'onde de la source. Alors en pratique, on ne fait pas forcément varier I pour trouver le minimum de déviation. Souvent le collimateur reste fixe, mais on fait tourner le plateau au milieu sur lequel il y a le réseau et on suit la frange d'ordre K jusqu'à retrouver le moment où elle fait demi-tour, mais c'est exactement le même principe, le mouvement relatif est le même. Dans la dernière partie de ces questions, on s'intéresse désormais au réseau en incidence normale, donc avec un angle d'incidence I nul, et donc on repère par θk l'angle menant à la kème frange brillante, angle qui dépend de lambda, et donc on se pose la question de se dire si on remplace lambda par une longueur d'onde très proche, lambda plus d lambda, c'est-à-dire qu'au niveau de la source qui est de longueur d'onde lambda, on change un petit peu la longueur d'onde, de combien varie θk, θk va devenir θk plus plus une petite variation de θk, et on veut estimer le lien entre la variation de θk et la variation de lambda. Alors on pourrait dériver cette expression, mais ça risque d'être un petit peu pénible. Le plus simple, c'est de revenir à l'expression de sinus θk, et de la différencier. Donc sinus θk, ça se différencie en cos θk dθk, et ce qui varie dans ce terme-là, c'est la longueur d'onde ici. Donc quand on va différencier le membre de droite, ça va faire k sur p d lambda, et ça nous donne tout de suite le lien entre la variation de l'angle θk et la variation de la longueur d'onde lambda, qui est k sur p cos θk. Et donc là, on va se poser une question, c'est de dire, ben, ça, on l'observait sur une lentille, ça faisait une tache au niveau de l'écran qu'on mettait derrière une lentille. Et bien si on fait varier lambda un petit peu, ça, plus des lambda, θk va augmenter un petit peu, donc l'angle va être un peu plus vers le haut, et donc potentiellement les rayons vont converger vers un point un peu plus haut sur l'écran, et il va y avoir un déplacement dxk du point sur l'écran. Alors, regardons un petit peu ça, j'essaie de refaire un schéma un petit peu plus clair. Donc, j'ai dessiné qu'un rayon à chaque fois. On passe d'un angle θk à un angle θk plus d de θk. Les rayons qui venaient de θk convergeaient au centre de la lentille. Que deviennent maintenant les rayons qui ont un angle θk plus dθk? Alors j'en ai dessiné plusieurs qui arrivent parallèles sur la lentille, et je dessine celui qui passe par le centre de la lentille. Celui-là n'est pas dévié, et il arrive dans le plan focal image à ce point-ci. Les autres rayons qui arrivent parallèles à la lentille convergent aussi vers ce point dans le plan focal image, et on peut mesurer donc le décalage dxk de l'endroit où se forme l'image sur l'écran. Alors une fois qu'on a écrit ça, il suffit de remarquer, de zoomer sur le triangle ici formé. On va zoomer sur ce triangle-ci. Puisqu'on remarque que l'angle qui est ici, c'est l'angle dθk. Et donc si je fais la tangente de cet angle, c'est le côté opposé dxk sur le côté adjacent f', puisqu'on est dans le plan focal de la lentille au niveau de l'écran. Et donc en écrivant la tangente de dθk, on trouve dxk sur f', or la tangente de dθk c'est aussi environ égal à dθk puisqu'on est vraiment sur des tout petits angles, et j'en déduis donc la variation dxk par rapport à une variation lambda qui égale f'k sur p cos θk. Au passage, c'est donc si on augmente un petit peu la longueur d'onde ici, on l'augmente un tout petit peu, et bien il va y avoir un petit décalage sur l'écran. Ça veut aussi dire que si on a une source étendue, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un pic monochromatique, on a une source d'une certaine extension spectrale delta lambda, bien on va transformer le point ici en une tache. On termine juste en faisant l'application numérique de dxk sur d lambda. Avec les données qui nous sont données, on trouve 5 10 puissance 5, donc ça c'est dans l'unité du système international, donc
Donc c'est sans unité, puisque c'est une longueur divisée par une longueur, autrement dit c'est des mètres par des mètres. Et comme on le veut en millimètres par nanomètre, eh bien 1 mètre je le remplace par 10 puissance 3 mm, mais je peux aussi le remplacer par 10 puissance 9 nanomètres à la puissance moins 1. Et on trouve donc dxk sur d lambda qui vaut 0,5 mm par nanomètre. Cela veut dire que si je modifie d'1 nanomètre la longueur d'onde de ma source, eh bien je décale de 0,5 mm le positionnement de la tâche sur l'écran. Donc ça veut dire qu'on relie directement la largeur spectrale de la source à la taille de la tâche sur la pellicule ou sur l'écran.